Allez, question, tout de suite, monsieur. Oui, bonjour monsieur, merci de cette conférence. Je voulais vous poser la question suivante. Comment peut-on concilier le fonctionnement des trous noirs avec le second principe de la thermodynamique ? Lorsque l'on a compris que le comportement d'un trou noir était entièrement décrit par la donnée de 3 paramètres, la masse, le moment angulaire et la charge électrique, on a essayé de trouver des lois qui régissaient l'interaction d'un trou noir avec son environnement, ou avec d'autres trous noirs, par exemple. Un petit peu comme si le trou noir est un système physique qui va échanger de l'énergie, par exemple, avec son environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire ce qu'on appelle de la thermodynamique des trous noirs. Et on a trouvé l'analogue des lois de la thermodynamique usuelle pour les trous noirs. On a trouvé, par exemple, la fameuse seconde loi de la thermodynamique usuelle qui dit qu'une certaine quantité thermodynamique, qui s'appelle l'entropie, ne peut que croître au cours du temps pour un système thermodynamique. Eh bien, on a trouvé l'analogue pour un trou noir où l'entropie est jouée par l'air du trou noir, c'est-à-dire la superficie du trou noir. On peut le comprendre, qui ne peut que croître au cours du temps. On peut le comprendre dans la mesure où, effectivement, un trou noir absorbe irréversiblement la matière et l'énergie. Lorsqu'il grandit de masse, sa taille augmente, donc sa superficie augmente. Donc au cours de l'évolution, un trou noir normal, un trou noir glouton, un trou noir vorace, ne fait que grandir au cours du temps, et donc il obéit apparemment à la seconde loi de la thermodynamique. Alors, lorsqu'on a découvert le processus d'évaporation quantique des trous noirs, il y a eu quelques interrogations sur cette seconde loi de la thermodynamique qui semblait violée puisque les micro-trous noirs s'évaporant semblaient au contraire diminuer de surface. Mais en fait, comme toujours en physique théorique, on est retombé sur les pieds, c'est-à-dire quand on fait des calculs de thermodynamique corrects, il fallait tenir compte des échanges d'énergie globaux entre le trou noir lui-même et son environnement. Et en fait, quand on faisait le bilan énergétique global, on retrouvait la loi correcte de la thermodynamique, y compris pour les micro-trous noirs qui s'évaporent. Bon, monsieur ici, tout à fait en bas. Magnifique. Levez-vous éventuellement. Si... Ça marche ? Oui. C'est bon ? Vous avez dit qu'en mécanique classique, les trajectoires courbes sont explicables par des forces, et qu'en mécanique relativiste, les déplacements des corps suivent des lignes droites dans un espace courbe. Est-ce que c'est simplement une vue de l'esprit ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les deux modèles sont équivalents ? De la même manière que, par exemple, la force centrifuge n'existe que dans le repère lié à l'objet qui tourne. Oui. On peut dire que tout modèle physique est plaqué sur la réalité, et quelque part c'est une vue de l'esprit, en ce sens que on ne décrit pas la réalité, on ne décrit pas le territoire, on décrit la carte qui s'ajuste au mieux au territoire. Mais maintenant, entre deux explications, entre deux modèles alternatifs, on va choisir celui qui explique le mieux les choses et surtout celui qui est le plus prédictif. Alors on pourrait penser qu'effectivement, le fait de remplacer la force par simplement une courbure, c'est une vue de l'esprit beaucoup plus élégante, un peu plus efficace. Mais en fait, la relativité générale est infiniment plus efficace que la théorie newtonienne pour expliquer non seulement tous les phénomènes déjà recensés dans le cadre de la théorie newtonienne, mais y compris des phénomènes totalement inexpliqués par la théorie newtonienne. Donc on ne va pas dire que la vision de l'espace-temps courbe, c'est la description parfaitement fidèle du réel, car le réel est inaccessible à la physique, mais c'est un meilleur modèle que le modèle de l'attraction universelle. Maintenant, quand je vous montre le mirage gravitationnel, parce que ça c'est une vue d'artiste, mais ça ce n'est pas une vue d'artiste, c'est une vue d'astronome, même si certains astronomes sont des artistes, c'est une vue réelle, et là qu'est-ce qu'on voit ? On voit réellement un effet de la déviation des rayons lumineux au voisinage d'une masse. Alors on peut toujours dire que la courbure de l'espace-temps, c'est un modèle mathématique qui permet d'expliquer cela, mais je ne pense pas qu'il y ait en fait d'autres modèles mathématiques permettant d'expliquer la démultiplication des images dans ce mirage gravitationnel. Donc on a là sous les yeux, 80 ans plus tard, l'avènement de la théorie, une matérialisation, une visualisation des effets de la courbure réelle de l'espace.
Monsieur. Excusez-moi, j'avais une deuxième question. Si une par personne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui la demandent, s'il vous plaît. Derrière vous, une dame. Monsieur, allez-y. S'il vous plaît, dans la revue Sky and Telescope, on parle des résultats de l'expérience Boomerang qui semblerait démontrer, par l'étude des fluctuations du fond diffus cosmologique, que l'espace est plat ou presque plat. Oui. Avez-vous Alors commentaire je suis très content que vous disiez l'espace est plat et non pas ce qu'on a lu dans tous les titres des journaux, l'univers est plat, car cette phrase est absurde. L'univers est plat, car l'univers relativiste, ce n'est pas de l'espace, c'est du temps et de la matière. Et le fondement même de la relativité générale appliquée à la cosmologie, c'est de nous dire que l'univers, il est courbé temporellement parce que l'espace est en expansion. Donc l'univers, il n'est pas plat, il est courbé au moins temporellement. Maintenant, réfléchissons à la partie spatiale de l'espace-temps, à la partie spatiale de l'univers. Je vous ai dit que pour tenter de mesurer la courbure, il y a plusieurs moyens, je n'ai pas eu le temps de les développer. L'un des moyens, c'est de mesurer la somme des angles d'un triangle. Il est clair que si on trace des triangles de quelques centaines de kilomètres de côté au voisinage de la Terre, la gravité est si faible qu'on ne s'apercevra jamais de l'écart par rapport à la géométrie euclidienne. L'idée, c'est de tracer, en quelque sorte, des triangles cosmiques, c'est-à-dire aussi grands que l'univers observable lui-même. Pour cela, on utilise le rayonnement de fond cosmologique, qui est apparemment situé à une distance de 15 milliards d'années-lumière, et en étudiant d'une certaine façon les fluctuations de température de ce fond diffus, on arrive à tracer un gigantesque triangle cosmique dont on mesure la somme des angles, et on trouve que cette somme des angles est proche de 180 degrés. On ne trouve pas qu'elle est égale, car ce serait absurde. Aucune expérience de physique ne pourra jamais démontrer qu'un paramètre physique est exactement égal à une valeur donnée avec une précision infinie, bien entendu. On a le barre d'erreur, et aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est que grâce à ces expériences embarquées sur ballon, on a une fourchette de valeurs pour la courbure de l'espace qui comprend le cas particulier, le cas très particulier de la courbure nulle, l'espace euclidien. Mais en toute probabilité, l'espace, il est soit sphérique, soit hyperbolique. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup insisté sur l'espace est plat parce que depuis 20 années sévit en cosmologie un modèle qu'on appelle le modèle de l'inflation, qui est fondé sur quelques considérations spéculatives de physique des hautes énergies appliquées à l'univers primitif et qui conduit à une courbure de l'espace, si ce processus a eu réellement lieu peu après le Big Bang, à une courbure de l'espace très voisine de zéro, un espace donc très voisin de l'espace euclidien. Mais pour l'instant, les données expérimentales, certes très fines et très importantes, ne permettent absolument pas de conclure que l'espace est plat. Et très vraisemblablement, dans les semaines à venir, il va y avoir quelques articles qui réanalysent les mêmes données et qui vont certainement suggérer plutôt que l'espace il est sphérique. Madame. Bon, moi, je suis ici. Ici. J'avais deux questions, peut-être un peu naïves, sur les trous noirs. Alors, la première, c'était, est-ce qu'un trou noir a une vie éternelle? Est-ce qu'il reste toujours un trou noir? Et la seconde, c'était, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un trou noir extrêmement vorace qui absorberait tout ce qui l'entoure, enfin, deviendrait de plus en plus gros, donc de plus en plus efficace, et que le Big Crunch, la fin de l'univers, ça serait un trou noir qui absorberait tout le reste? Alors j'ai en principe répondu déjà à votre première question où je disais qu'en fait un trou noir ordinaire formé par une étoile par exemple ou par un trou noir géant au centre d'une galaxie croît inéluctablement au cours de son évolution à mesure qu'il absorbe de la matière, il ne fait que croître et il restera à jamais trou noir, un trou noir toujours de plus en plus massif. Et puis j'ai mentionné la spéculation de l'existence de micro-trous noirs qui, eux, pourraient s'évaporer. Et donc ces micro-trous noirs-là ne seraient pas éternels. Voilà. Bon, ça c'est pour la première question. Alors maintenant, quand on envisage le destin de l'univers à très long terme, il est clair que vous avez deux destins différents. Un univers en expansion perpétuelle, qui finalement dispose devant lui d'un temps infini pour se développer, pour se déployer. Alors c'est un univers qui se refroidit perpétuellement, où la matière se dilue perpétuellement. Et dans cet univers, il y a tout le temps pour former des trous noirs. Et sur de très très longues échelles de temps, mais qui se comptent en milliards d'années, quasiment toute la matière, dans ce type d'univers ouvert en expansion perpétuelle, finit par se transformer en trous noirs. Et les trous noirs eux-mêmes fusionnent pour former des trous noirs de plus en plus gros. Maintenant, dans le destin d'un univers fermé, aboutissant à un Big Crunch, la situation est différente. Seule une petite fraction de la matière a le temps de se transformer en trou noir et le Big Crunch final n'a rien
contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, n'a rien de l'engloutissement de la matière au fond d'un trou noir. Monsieur. Depuis le Big Bang, est-ce qu'on a une idée de la formation de trous noirs? C'est-à-dire, est-ce qu'au début, il n'y avait pas de trous noirs, ou très peu, et puis ensuite, il y en a eu beaucoup, ou bien comment ça se passe? C'est une question très importante de savoir si les trous noirs se sont formés relativement tard dans l'évolution de l'univers, uniquement par exemple par l'effondrement du cœur d'étoiles massives, qui est le processus de formation usuel invoqué pour les trous noirs, ou l'effondrement d'amas d'étoiles au centre de galaxies. Et donc pour cela, il a fallu déjà attendre que les étoiles se forment, c'est-à-dire il a déjà fallu attendre quelques milliards d'années. Ou si, comme l'ont spéculé certains, il a pu exister des trous noirs dits primordiaux qui se seraient formés avant toutes les autres structures astronomiques et qui seraient en quelque sorte des grumeaux, des gros grumeaux de la soupe primitive, de matière et de rayonnement qui présidaient en fait pendant les premiers millions d'années de l'univers, après le Big Bang, lorsque l'univers était si chaud et si dense qu'en fait il se réduisait à ce mélange de particules et de rayonnement extrêmement homogènes, mais quand même agité de légères fluctuations de densité, que j'appelle donc plus pittoresquement les grumeaux. Eh bien, la théorie dit que dans certaines régions particulières, la pression extérieure était si forte que certains de ces grumeaux auraient pu se condenser très rapidement en trous noirs de toutes les tailles et de toutes les masses. Des micro-trous noirs qui auraient été formés dans les premières fractions de secondes de l'univers, mais qui, aussitôt formés, se seraient évaporés, parce qu'ils sont soumis à la physique quantique. Et j'ai dit que les trous noirs quantiques s'évaporaient, mais aussi des trous noirs primordiaux plus gros, qui se seraient formés un peu plus tard, c'est-à-dire vous faites le calcul simple, au bout d'une heure, par exemple, vous avez un trou noir d'1 million de masses solaires qui pourrait se former dans l'univers primordial. Et si c'est vrai, on n'en sait rien pour l'instant, mais si c'est vrai, ces trous noirs-là primordiaux auraient été antérieurs à la formation de toutes les structures astronomiques connues comme amas de galaxies, et donc on peut imaginer qu'ils auraient pu servir de graines pour la formation justement et pour la condensation de ces structures. Voilà. Donc la question est encore ouverte. Monsieur, ici, juste devant. À un moment donné, vous avez parlé de l'effondrement que représentent les trous noirs, où la matière s'effondre indéfiniment. Alors, on peut, à moins de penser que cet effondrement obéit à une loi asymptotique, c'est-à-dire dans la vitesse décroît, tout devrait disparaître dans ce trou noir. Et deuxièmement, la autre conséquence, si cet effondrement se poursuit indéfiniment, même asymptotiquement, est-ce qu'on ne va pas rejoindre l'état de l'univers avant le Big Bang, avant la barrière de Planck? Oui. Alors quand je dis qu'en fait l'effondrement se poursuivait indéfiniment, j'ai utilisé le terme malheureux, effectivement, d'indéfiniment, car en fait l'effondrement ne se prolonge pas indéfiniment. Ce que je voulais dire, c'était qu'en fait l'effondrement était sans limite, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'aucune force de répulsion, aucune résistance ultime de la matière ne pouvait stopper cet effondrement. Mais en fait, pour une particule qui tombe dans un trou noir, qui participe à sa formation, il va s'écouler un temps parfaitement fini, et même très court, malheureusement pour elle, entre le moment où elle franchit le trou noir, ou le moment où le trou noir est formé, et le moment où toute cette matière se retrouve indéfiniment comprimée au centre du trou noir. Si vous prenez par exemple un trou noir de 10 masses solaires formé donc par l'évolution d'une étoile massive, eh bien typiquement une particule met environ 1/100 millième de seconde entre le moment où elle franchit la surface et où elle arrive au centre du trou noir. Et la deuxième implication, c'est-à-dire est-ce qu'on ne rejoint pas l'état du Big Bang antérieur à la barrière de Planck dans ces cas-là? C'est-à-dire qu'on aurait une sorte un état indescriptible de toute façon et puis comme parfaitement opaque. Le fond des trous noirs pose sur le plan théorique le même type de problème que le début de l'univers, le Big Bang. Parce qu'effectivement, dans les deux cas, on a affaire à la structure très très fine, le grain très très fin de l'espace et du temps, au voisinage de régions de l'espace-temps de très très fortes courbures, voire même de courbures infinies, puisque la théorie de la relativité extrapolée prévoit une courbure infinie tant au fond des trous noirs qu'au début de l'univers. Donc quelque part, même si ces objets sont physiquement tout à fait différents, le trou noir c'est physiquement différent de l'univers qui naît au Big Bang, les problématiques d'espace et de temps que cela met en jeu sont voisines. C'est l'une des raisons pour lesquelles donc, les théories, par exemple, de cosmologie quantique attachent beaucoup d'attention aux développements qui sont faits sur les théories sur les trous noirs, et notamment le fait que l'évaporation des trous noirs puisse donner des supercordes. Ça a des implications sur la cosmologie. Monsieur. Oui, vous avez
donné comme une démonstration de la déformation de l'espace l'image obtenue par Hubble, montrant donc 4 images autour d'une image centrale. C'est ça. Or, si cette déformation ce déplacement des rayons lumineux existe, il devrait être homogène autour du corps massif qu'il a provoqué, et donc on devrait obtenir un halo. Un anneau parfait. Et non pas quatre images. Vous avez absolument raison. Si la situation était idéale, c'est-à-dire un corps intermédiaire, une lentille parfaitement sphérique exactement sur la ligne de visée d'un objet situé exactement derrière, eh bien évidemment, la situation étant symétrique, les images fantômes se répartiraient sous forme d'un anneau parfait que l'on appelait l'anneau d'Einstein, car ceci était prévu par Einstein dans les années 1920. La situation dans la nature n'est jamais parfaite. On n'a jamais une lentille, par exemple une galaxie en premier plan qui est exactement sphérique, qui est exactement sur la ligne de visée d'un objet situé à l'arrière-plan. La situation est légèrement dissymétrique. Donc l'anneau parfait est légèrement brisé en plusieurs morceaux. Donc ce que vous voyez là, les 4 images, ce sont en fait 4 morceaux de l'anneau parfait. Monsieur, là-haut. Tout à fait en haut. Oui. Oui, a-t-on une idée de la masse totale que peut représenter l'ensemble des trous noirs, et est-ce qu'on peut imaginer que la masse manquante de l'univers est à l'intérieur des trous noirs, micro-trous noirs ou macro-trous noirs? Question évidemment extrêmement judicieuse, puisque donc effectivement monsieur fait allusion à un problème que je n'ai pas eu le temps de parler aujourd'hui, mais dont Marc Léchezeret vous a sans doute parlé hier, c'est la question de la matière sombre, c'est-à-dire que le destin de l'univers dépend en grande partie de la quantité de matière, toutes formes confondues, qu'il y a en moyenne dans l'espace, et donc il est important de recenser toutes ces formes de matière et d'énergie, matière visible, mais aussi matière sombre, dont les trous noirs sont le prototype idéal, évidemment, de matière sombre. Et s'il y a suffisamment de matière sombre, eh bien, on peut carrément être dans un univers si massif qu'il est en expansion-contraction. Donc la question est d'importance. Alors en fait, aujourd'hui, on a acquis quasiment la conviction que les trous noirs ne feront pas l'affaire pour expliquer les quantités observées indirectement de matière sombre. Parce que je vous ai dit qu'on a des idées sur la façon de former des trous noirs, une étoile sur 1000 seulement pour former un trou noir. Alors il peut y avoir une population de trous noirs primordiaux, mais on a des contraintes assez fortes, parce que s'il y en avait beaucoup, on s'en apercevrait par des effets de lentilles gravitationnelles qui ne sont pas observés. Et puis les trous noirs microscopiques, peut-être formés en extrêmement grand nombre dans l'univers primitif, ils se sont évaporés aussitôt formés. Donc en fait, on peut avoir des estimations de la densité, de la contribution de l'ensemble de tous les trous noirs à la densité de matière et d'énergie dans l'univers, et cette contribution est extrêmement faible et ne peut en aucun cas expliquer la matière sombre. Bien, on va prendre une dernière question là-haut, madame. Oui, en 3 petits volets. Premièrement, pouvez-vous nous dire de quelle manière... Oui, là-haut, tout à fait en haut à droite. Hein. Oui, c'est vous. C'est vous. Une question sur l'univers chiffonné, j'espère. Oui, déjà, la première. Je commence par ça. De quelle manière vous intégrez ce que nous savons, ce que vous savez sur les redshifts des objets dans votre théorie des univers chiffonnés? Déjà. Oui. Deuxièmement, une question très proche de ça. Pour quelle raison avez-vous dit que les objets tels que les quasars étaient situés, étaient repérables aux confins de l'univers? Parce que si l'univers est dit isotrope et homogène, a priori, qu'est-ce qui empêcherait qu'il soit proche de oui. notre région de l'univers? Et enfin, c'est très bref, je me représente mal le recto et le verso d'un trou noir intragalactique, noyau de galaxies. Parce que tous les schémas que vous avez montrés ne montrent qu'un verso, en quelque sorte. Et je me suis toujours posé la question de savoir ce qui se passait, puisqu'on a des clichés de galaxies qu'on voit par la tranche. Si leur noyau est un trou noir, qu'est-ce qu'on constate à droite et à gauche, en quelque sorte? Je ne suis pas bien certain de comprendre votre dernière question. Actuellement, les observations, j'ai montré à un moment un cliché d'un noyau de galaxie. On voyait un grand disque de gaz en forme de chambre à air. C'est disque, mais imaginez 2 assiettes, l'une sur l'autre, jointes par leur bord. Qu'est-ce qui se passe si le trou noir est au centre? Qu'est-ce qu'on constate? C'est ça que je voudrais savoir. De loin, rien. C'est-à-dire on voit les 2 assiettes normales. Si on s'approche, la cuisine change complètement. C'est-à-dire qu'on voit vraiment apparaître au voisinage immédiat du trou noir des déformations
spatio-temporelles énormes qui vont complètement, donc effectivement, déformer les images des assiettes que l'on verra simultanément dans tous les sens et toutes les directions possibles. Pour la deuxième question, qui est la plus simple, les quasars, pourquoi c'est ce qu'on voit aux confins de l'espace? Pour deux raisons. Il y a d'abord un effet de sélection. Les quasars sont intrinsèquement les objets les plus lumineux de l'univers. Donc, statistiquement, c'est eux qu'on va voir le plus loin dans l'espace, puisque la luminosité apparente diminue avec la distance d'un objet. Donc, s'ils sont intrinsèquement brillants, on a plus de chances de les voir par rapport aux autres galaxies ordinaires très très loin. Puis d'autre part, les quasars sont extrêmement rares, car on pense que ce sont des noyaux de galaxies actives tout à fait exceptionnels, que seulement une galaxie sur 10 000 connaît une phase de son existence de quasar. Et donc, statistiquement, il n'y a pas de quasars proches, tout simplement, parce que le phénomène est extrêmement rare. Et donc, en moyenne, tous les quasars sont loin. Donc, ces deux effets expliquent exactement ce que je disais. Et la toute première question, qui était sur l'univers chiffonné, et je l'ai oublié, il faudrait me la rappeler. C'était quoi? Ah oui, voilà, les décalages spectraux vers le rouge, fondement de la cosmologie observationnelle, puisque c'est grâce à ça que l'expansion de l'univers a été découverte à la fin des années 1920. Et donc, a priori, on lit par une relation cosmologique bien connue, qui s'appelle la relation de Hubble, bien qu'elle devrait s'appeler la relation de Lemaître Hubble, on lit le décalage spectral vers le rouge, qui affecte toutes les galaxies, on les lit à leur distance. Et on dit que au plus le décalage spectral d'une galaxie est grand, au plus la distance de cette galaxie est grande. Mais voilà, dans un univers chiffonné, on n'a pas affaire à des vraies distances. On a affaire à des fausses distances, puisqu'on vit dans une illusion d'optique qui nous fait paraître l'univers plus grand que ce qu'il n'est. Le vrai sens du décalage spectral, c'est de lier le décalage vers le rouge, non pas à la distance, mais au temps de parcours d'un rayon lumineux. C'est ça le véritable sens du décalage spectral vers le rouge. Et évidemment, dans les univers chiffonnés, on retombe exactement sur cette bonne relation. On a toujours une relation entre le décalage spectral d'une galaxie, qu'elle soit fantôme ou pas fantôme, avec le temps de parcours d'un rayon lumineux. Une galaxie fantôme, ça veut dire qu'elle est fantôme depuis un temps plus long que la galaxie, que sa contrepartie réelle, si vous voulez. Ça veut dire que ces rayons lumineux ont fait le tour de l'univers, ont contourné le chiffon universel avant de nous parvenir. Ils ont mis plus de temps pour nous parvenir. Et bien que cet objet donc, est situé au même point de l'espace, il est situé dans le passé. Et donc, on observe un décalage spectral plus grand. Parce que le temps est plus grand. Et ce n'est pas l'espace. Voilà. Merci beaucoup.